Bonjour tout le monde, vous êtes sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler livres, lecture, littérature et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui Isabelle, comme nous approchons le 14 février, on avait décidé de parler... d'amour, mais pas n'importe comment, puisque on va l'attaquer par son penchant le plus sombre, le plus torturé, c'est-à-dire la jalousie. Eh oui. Vous êtes très peu à avoir trouvé ce thème. Hein. Ouais, beaucoup de réponses ont tourné autour, mais... Mais le mot n'est pas sorti. Mais avant ça, j'aimerais quand même savoir ce que tu as lu depuis la dernière fois, Isabelle. Alors, j'ai lu pas mal de choses. J'ai eu la chance de... Enfin, pas autant que j'aurais voulu. J'ai notamment eu la chance de lire quelque chose d'un peu plus actuel que ce dont j'ai l'habitude, puisque j'ai une amie qui m'a envoyé par la poste un livre dont tu as sûrement entendu parler ces derniers temps, La petite dernière de Fatima Das. D'accord, non, je suis curieux. Voilà, donc c'est un livre autobiographique. Bon, après, apparemment, il y a des grosses nuances. Elle a pas le même âge, elle s'appelle pas comme ça, mais très très inspiré de la vie de l'autrice, qui raconte. Alors, il y a un côté litanie, c'est-à-dire que tous les chapitres qui sont très courts, qui font 2-3 pages, commencent par « Je m'appelle Fatima Das » et ensuite, par exemple, Fatima est le nom de la fille du prophète, je crois, dans le Coran. Je suis la petite dernière de ma famille. Enfin, à chaque fois, une petite précision, mais ça commence toujours par « Je m'appelle Fatima Das ». Et globalement, c'est un très court livre sur la vie de cette jeune fille et son tiraillement entre son homosexualité et sa foi musulmane. Et ça ne trouve pas de réconciliation. C'est à ça que... moi, ça m'a intéressé de le lire du point de vue de l'altérité. Après, là où je bloquais, par rapport à tous les gens qui m'ont dit l'avoir adoré, c'est que on arrive vraiment dans un truc que je n'arrive pas à comprendre. Étant presque... Enfin, je suis vraiment athée, mais vraiment dans un système de croyance. C'est-à-dire, je crois vraiment qu'il n'y a rien. C'est drôle, tu en parles exactement comme moi. On est pareil. Et du coup, c'est très perturbant, tous les moments où elle raconte à quel point elle a honte devant Dieu, à quel point elle prie, elle demande... Enfin, tu sais, c'est vraiment ces moments où j'arrive pas à voir comment tu peux avoir honte devant une entité transcendante, en fait. Et autant tous les passages où elle parle de sa vie, de sa famille, de son évolution, des problèmes du système scolaire, de sa relation aux femmes, tout ça, j'y arrive. Mais c'est vrai que tout ce qui tourne autour du religieux m'est totalement étranger. Et c'est intéressant de le lire. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça me touche moins. En fait, dans ces moments-là, je suis là... je ne comprends pas. Mais vraiment, dans le côté le plus naïf du terme, je ne comprends pas. Mais du coup, c'était intéressant. Et puis, effectivement, j'étais contente pour une fois de lire un livre que tout le monde est en train de lire. Voilà, donc j'ai lu ça, et en plus la couverture est très 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 belle, donc je suis très contente de l'avoir dans. C'est tout l'inverse d'une couverture de l'école des loisirs. Voilà, puisqu'on parlait de la dernière fois de pourquoi choisit-on un livre, moi parce que je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres et qu'en plus il est vraiment très 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 beau. Et toi, as-tu lu d'autres choses, peut-être moins contemporaines, mais... Oui, j'étais surpris de te voir dire que tu lis pas des trucs actuels d'habitude, parce que par rapport à moi, j'ai l'impression que c'est dans le contemporain le plus extrême. Mais oui, mais moi j'ai lu surtout... Alors j'avoue, j'ai lu surtout pour préparer l'épisode d'aujourd'hui. Mais en gros, le livre dont je veux parler, c'est L'Éternel Mari de Dostoïevski. Ok. Je vais en parler rapidement, puisque je pense que j'y reviendrai un peu dans ce qui concerne vraiment la thématique du jour, tout à l'heure. Mais c'est un livre dont j'avais entendu parler dans un bouquin de René Girard, que je ne recommande à personne, parce que ça a l'air, quand t'as 20 ans, ça a l'air bien, mais en fait c'est extrêmement pernicieux, et c'est mauvais idéologiquement. Mais donc il parlait de Dostoïevski, et j'avais entendu parler de c'est un petit roman, tu vois, c'est pas les grands de Dostoïevski. T'as Crime et Châtiment, L'Idiot, parfois Les Possédés, et puis les frères Karamazov, quoi. Mais en fait, il y a plein d'autres petits trucs. Et L'Éternel Mari, c'est un nom, quand on a commencé à parler de jalousie, je me suis dit,
On est dedans. Faudrait peut-être que j'aille voir ça. Voilà. On retrouve tout ce qui fait les clichés de Dostoïevski, c'est-à-dire des personnages extrêmement complexes qui changent d'avis d'une phrase sur l'autre, qui changent de réaction, et en même temps, donc des relations extrêmement compliquées en fait entre les personnages et extrêmement vives, parce qu'à la fois en fait elles sont pas compliquées, elles sont compliquées parce que elles sont pas normales. D'accord. Je m'explique. C'est l'histoire donc d'un type Oui. qui tombe par hasard, enfin qui retrouve par hasard dans les rues de Pétersbourg un type qu'il a fait cocu 10 ans avant, qui couchait avec sa femme. Mhm. Et en fait, tout le roman, ce court roman, la question c'est est-ce qu'il sait, est-ce qu'il veut se venger, qu'est-ce qui se passe? Donc il arrive tout un truc autour de ces deux personnages, et en fait, il y a comme une sorte d'amour du cocu pour le cocu-fieur. Oui. Et donc ça fait il y a des revirements dans la même scène, si tu veux, dans la même soirée, par exemple, de fiction. Le personnage va vouloir l'embrasser, et ensuite quand ils vont se coucher, l'autre se réveille en pleine nuit et le mec veut l'assassiner, tu vois, des trucs comme ça. Normal. Et ça pour moi c'est très Dostoïevski. Des personnages inexplicables, mais qui ont leur propre cohérence en fait. D'accord. C'est pas du surréalisme. Oui. C'est réaliste, mais c'est tellement bizarre que ça crée quelque chose de très particulier qui fait le sel de Dostoïevski. Oui, parce qu'en fait, à partir du moment où on s'est mis à vouloir rapprocher jalousie et livre et littérature, en fait, on croule sous les exemples, et j'ai même l'impression qu'on touche à une des conditions d'existence de la littérature, non? Je sais pas si c'est optimiste, mais effectivement, si on parle vraiment d'un point de vue purement thématique, on va forcément retrouver des exemples de jalousie, ça va très très vite. D'ailleurs, nos monomanies, c'est vrai qu'il y en a un qu'on cite dans tous les épisodes, hein, mais si t'enlèves la jalousie de Proust, t'as plus beaucoup de Proust quand même. Il y a quand même le rapport à la littérature et l'art, mais... Ouais. Et encore. Le rapport aussi au souvenir, au temps qui passe, c'est quand même le thème principal. Oui, mais il s'articule surtout autour des trois amours du narrateur, et ce temps qui passe, il s'expérimente surtout à travers le côté pénible du sentiment amoureux. Enfin. C'est vrai. Et j'allais dire que, j'anticipe, mais le snobisme, c'est une jalousie sociale, en fait. Ah, je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu le dis, je vois comment on peut explorer cet aspect-là de la jalousie, effectivement. Ouais. Moi, le fait est que, bon, là, j'ai attaqué par Proust, hein, mais moi, spontanément, quand tu me parles de jalousie en littérature, pour moi, je vais plutôt, et on en parle assez peu, finalement, quand on est à deux, mais je vais tout de suite me tourner vraiment vers le théâtre. Pour moi, c'est vraiment la figure du jaloux qui va être un ressort ou comique ou tragique. Je trouve qu'il a vraiment c'est ce qui est très intéressant dans cette jalousie, c'est que comme c'est un sentiment qui a une part d'irrationalité, le côté irrationnel va permettre vraiment de faire passer le jaloux pour fou, et soit on s'en moque, et on en fait vraiment le Arnolphe de l'école des femmes. Ouais, bien sûr. Et du coup, on a un potentiel comique de fou, parce que le jaloux, c'est celui qui va être vigilant de tout, qui va faire attention à tout, qui va... ça va confiner à la paranoïa. Ouais, un comique d'exagération. Ou alors, on prend exactement les mêmes éléments, et on part du principe que le jaloux, c'est celui qui souffre. Ouais. Et on tombe vraiment dans la tragédie la plus totale. Et moi, tout de suite, je pense je vais du côté anglais, et je pense à l'Othello Bien sûr. Et au personnage de Iago, chez Shakespeare, parce que j'ai l'impression que les deux sont jaloux. Iago fait le mal peut-être par jalousie de son maître, et Othello fait le mal parce que sa jalousie est attisée par son serviteur. Ouais. Donc, la jalousie, elle a vraiment cet intérêt dramatique d'être, de pouvoir se comprendre des deux manières, et j'ai l'impression que c'est le pendant de la vie. C'est que je pense que quand tu vois un pote ou même toi-même être jaloux, tu te rends bien compte qu'il y a un côté ridicule, mais c'est pas pour autant que tu peux l'évacuer. Ouais, c'est beaucoup moins drôle quand c'est soi-même qui le ressent.
Tout à fait, ouais, je suis bien d'accord et j'ai envie de dire que peut-être pour le théâtre, ça a un intérêt supplémentaire qui est il y a un jeu de montré caché aussi dans la jalousie parce que, j'ai l'impression que c'est quelque chose en même temps que tu dois faire en secret, être jaloux, tu vois? Oui, bah, je pense que ça tient au caractère ridicule Ouais. et Ou irrationnel. ouais, ouais, C'est-à-dire que si tu te trompes, ouais, enfin, il y a ce double. La jalousie, elle se développe en secret, parce que j'ai l'impression que si tu mets carte sur table, bah, soit t'es triste. Enfin, tu changes de. En fait, la jalousie, c'est le fantastique des sentiments, tu ouais, vois. ouais, ouais, C'est le doute qui le maintient. ouais. Monsieur Clèves, il est pas jaloux. Mmh. Ouais, Dans La Princesse de Clèves, elle se rend compte qu'elle est amoureuse de Monsieur de Nemours. Elle va voir son mari, elle lui dit « Je suis amoureuse de Monsieur de Nemours ». Bah, voilà, Monsieur de Clèves est désespéré, mais il a pas ce côté fouineur paranoïaque que peuvent avoir les jaloux littéraires, parce que il a rien à gratter, en fait. C'est un état de fait, et là, en fait, la jalousie, c'est ce sentiment intermédiaire entre le bonheur d'être amoureux et après la colère, la tristesse, tous les autres sentiments que tu vas pouvoir développer. C'est vraiment la bascule quand tu sais pas. ouais, ouais, ouais. Ça s'enracine, ouais, comme ça. Alors, j'aime pas trop en général commencer par des dictionnaires, mais là on a déjà un petit peu posé l'enjeu autrement. Oui, Je voulais juste te lire un passage de quelque chose lis-moi un pour, passage. pour poser un point de vue sur la jalousie. D'accord. Alors, jalousie, substantif féminin appartenant au domaine de la morale. Inquiétude de l'âme qui la porte à envier la gloire, le bonheur, les talents d'autrui. Cette passion est si fort semblable par sa nature et par ses effets à l'envie, dont elle est sœur, qu'elles se confondent ensemble. Il me paraît pourtant que par l'envie, nous ne considérons le bien qu'en ce qu'un autre en jouit, et que nous le désirons pour nous, au lieu que la jalousie est de notre bien propre que nous appréhendons de perdre ou auquel nous craignons qu'un autre ne participe. On envie l'autorité d'autrui, on est jaloux de celle qu'on possède. Et bah ça met des mots sur ce que j'envisageais mais que j'avais jamais posé comme tel. Mais oui, effectivement. L'article continue, je saute quelques passages, en disant « Pour ce qui regarde la jalousie en amour, cette fièvre ardente qui dévore les habitants des régions brûlées par les influences du soleil et qui n'est pas inconnue de nos climats tempérés, nous croyons qu'elle mérite un article à part. » Et donc là, je crois que c'est l'article à part, avec une petite astérisque qui dit « La jalousie, dans ce dernier sens, est la disposition ombrageuse d'une personne qui aime et qui craint que l'objet aimé ne fasse part de son cœur, de ses sentiments et de tout ce qu'elle prétend lui devoir être réservé, s'alarme, ah oui, ne fasse part, sous-entendu à d'autres, donc, et de tout ce qu'elle prétend lui devoir être réservé, s'alarme de ses moindres démarches, voit dans ses actions les plus indifférentes des indices certains du malheur qu'elle redoute, vit en soupçon, et fait vivre un autre dans la contrainte et dans le tourment. Ça dresse un portrait de la personne jalouse, en fait. Oui, très clairement. Mm. Mais du coup, là j'ai l'impression que tel qu'on le décrit, et bah j'ai le personnage de théâtre qui pop dans ma tête. Ouais. Vraiment, tu le vois avec ses doigts crochus en train de fouiller la scène à la recherche d'indices, de preuves. Pour moi, c'est le cocu de comédie qui est décrit là. Oui. Alors, peut-être que justement, pour approfondir ou pour élargir, au contraire, on peut se balancer des personnages de jaloux non théâtraux, rapidement? Ou toi, t'en Des as pas? personnages de jaloux Moi, j'en ai plein. non théâtre. Ouais. Moi, j'en ai. Ah. J'en ai. À part Marcel, mais... Bon, bah, j'aurais Marcel. Bah, moi, je te dis, j'ai beaucoup travaillé. Alors, c'est pas du théâtre, Ouais. parce que c'est vraiment conçu comme un roman dialogué. Donc, ça ressemble à du théâtre, mais ça n'a jamais été conçu pour être représenté sur scène. Moi, j'ai fait mon mémoire de littérature sur Gabriel de George Sand. Mm-hmm. Spontanément, quand tu parles de Gabriel de George Sand, les rares fois où on en entend parler quand on parle de George Sand, Gabriel, c'est le roman qui a inspiré, pour ceux qui connaîtraient, l'animé japonais des années 80, Lady Oscar. C'est un peu ce système-là, c'est enfin voilà, on est chez George Sand, il y a branche aînée, branche cadette, qu'on retrouve un peu partout, et pour des raisons d'héritage, un bébé est élevé comme étant Gabriel, IEL, et étant le petit garçon de la famille, juste parce que sinon l'argent de la branche aînée revenait à la branche cadette, ou l'inverse, je ne sais plus.
et ce serait son cousin Arnulf qui serait l'héritier. Et donc cet enfant est vraiment strictement élevé comme un garçon, et on lui révèle, il me semble, quand il a 18-20 ans, que en fait, il est une fille. Et c'est un être pur, bon, tout ça, et lui, la première chose qu'il va voir, c'est certes, le mal qu'on lui a fait en lui mentant sur son identité, mais c'est surtout le tort qui a été fait à son cousin, qui se retrouve spolié de tout héritage. Ouais. Et donc il va partir à la recherche de ce cousin pour voir si ce cousin mériterait l'héritage. D'accord. Et forcément, s'ensuit une histoire d'amour entre les deux cousins. Et d'abord, il va y avoir une camaraderie. Moi, j'avais lu Podom, la BD qui a eu pas mal de succès cet été aussi, et qui part un peu pareil. C'est-à-dire que c'est une femme dans un corps d'homme qui va devenir copain avec un mec, et ils vont entretenir après une relation amoureuse. Là, évidemment, au bout d'un moment, par contre, Gabrielle révèle qu'elle est une femme, et ils vont commencer une relation amoureuse quasi matrimoniale. Enfin, vraiment, je crois qu'ils se marient. Je sais plus s'ils se marient exactement. Je crois qu'ils peuvent pas se marier justement parce que sur l'état civil, Gabrielle est un homme. D'accord. Mais par contre, ils vont vivre dans un château à la campagne à deux. Enfin, elle en tant que femme et lui en tant qu'homme. Sauf que voilà, officiellement, Gabriel est toujours un homme. Donc régulièrement, il va mener ses affaires en tant que chef de famille. Il va retourner à Venise, je crois que c'est à Venise ou à Florence, voilà, pour son business, j'ai envie de dire. Et donc il y a des grandes périodes où la femme d'Arnulf n'est plus sa femme. C'est un jeune homme qui a une vie publique tout à fait possible, et donc il n'arrive plus à enfermer sa femme chez lui et à lui dire t'es chez moi, t'es à la cuisine, tu brodes, et c'est tout. Et Gabriel a beau lui répéter non, je vais pas te tromper, en fait, je vais en ville pour faire du commerce, pour faire des affaires, de la diplomatie, faire des choses comme ça. Sauf que c'est ça qui va entraîner c'est vraiment les stéréotypes de genre qui vont créer la jalousie, parce que Arnulf a vraiment l'habitude qu'une femme, si on veut pas être cocu, il faut l'enfermer chez soi, et elle doit pas du tout aller dans la sphère publique, chose que Gabriel peut pas accepter, parce qu'il a été élevé pour se rendre dans la sphère publique. Et voilà. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment l'éducation de Gabriel, elle a un effet direct sur la jalousie d'Alstolf. Alstolf, il est pas spontanément jaloux, il est jaloux parce que sa femme se conduit en homme, en gros. Oui, c'est une jalousie de genre. Ce qui le rend zinzin, c'est que sa femme puisse gagner le monde public, qu'elle puisse ne plus être dans le foyer par moment, et qu'elle mène sa propre vie. Voilà. Et ce qui m'amène, moi, à l'autre cocu dont... Moi, je pense forcément à Arnulf parce que je l'ai beaucoup étudié, mais Arnulf, il m'a toujours fait penser un petit peu à Panurge. Voilà, toujours pareil, on tendait entre comédie tragique. Arnulf, il est tragique. Si on prend le même, mais version comique, on a Panurge chez Rabelais, qui passe... Enfin, tout le bouquin, c'est est-ce que je prends une femme au risque d'être cocu ? Et moi, ça me fait mourir de rire, vraiment. Franchement, chez Rabelais, je dois avouer que c'est un de mes passages préférés. Panurge qui interroge tout le monde dans le tiers-livre pour savoir si oui ou non il va être cocu. Et donc on en passe par les astronomes, les philosophes, il interroge vraiment le monde entier, et vraiment son grand débat intérieur, c'est vais-je être cocu ou pas. Et ce qui est marrant, c'est que là la jalousie, elle est détachée de tout être. Parce que c'est par avance. À ce moment-là, il y a aucune candidate à être la femme de Panurge. Genre vraiment, ça se presse pas au portillon, donc c'est vraiment par précaution, il se demande d'abord s'il va être cocu, quoi. Et donc toi, quels sont tes cocus spontanés, si je puis dire, ou t'es jaloux plutôt? Moi, comme cocu. Ça y est, tu nous as fait dériver là. On est parti sur le cocu. Comme jaloux non théâtral, j'ai pensé à Ulysse. Ah, Ulysse, le Ulysse d'Homère. Le Ulysse d'Homère. Et je sais que c'est bizarre. Ah oui, là, va falloir que tu m'expliques. Alors, je sais que c'est bizarre, parce que justement, c'est la confiance et tout, mais en fait, il faut voir ce qui se passe quand il arrive chez lui, et qu'il trouve 30 pélos en train de prendre le thé en attendant que sa femme descende, tu vois. Et sa première réaction,
je sais pas, dans sa réaction, moi je trouve qu'il y a de la jalousie. Donc je te lis un passage. Donc là, il vient de tuer le premier des prétendants, Antinous, Ok. et t'as Eurymaque, qui en est un autre, qui lui dit bon voilà, c'est lui qui nous a dit qu'il y avait moyen, donc maintenant que tu l'as tué, tu nous laisses partir et puis tout le monde sera content, tu vois. Pas tout le monde. Ulysse l'avisait, le toisa et lui dit: pour me dédommager, vous pourriez, Eurymaque, m'apporter tous vos biens et ceux de vos familles et m'en ajouter d'autres. Mon bras continuerait encore de vous abattre tant que de vos forfaits je n'aurais pas tiré ma complète vengeance. Vous n'avez devant vous que le choix, ou combattre, ou chercher dans la fuite un moyen d'éviter les parques et la mort. Mais croyez-moi, la mort est déjà sur vos têtes. Pas un n'échappera. Voilà. Et après, ça continue, et évidemment, il les tue tous. Et pour... C'est vrai que ouais, pardon. C'est un épisode auquel je pensais même plus, moi. Et ça fait partie, pour moi, des scènes marquantes de l'Odyssée, le massacre des prétendants, rien que ce nom, tu vois, où t'as Ulysse donc l'idée, c'est que le prétendant doit savoir bander l'arc d'Ulysse pour pouvoir prétendre, et donc lui il arrive déguisé en clochard et il bande l'arc, alors tout le monde est là genre en disant c'est quoi ce clochard, etc., et puis là il fait ah ouais. et donc il dit c'est fini maintenant de ces jeux anodins, il est un autre but auquel nul ne visa, voyons si je pourrais obtenir d'Apollon la gloire de l'atteindre. Donc il prend son arc, il tire, et là ils nous disent: Ulysse avait tiré, la flèche avait frappé Antinous au col, la pointe traversa la gorge délicate et sortit par la nuque. L'homme frappé à mort tomba à la renverse, sa main lâcha la coupe, soudain un flot épais jaillit de ses narines, c'était du sang humain. D'un brusque coup, ses pieds culbutèrent la table, d'où les viandes rôties, le pain et tous les mets coulèrent sur le sol, mêlés à la poussière. Eh bien, bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Et je trouve, enfin voilà, il y a un tel investissement épique dans cette scène qui est finalement assez sordide sur le... Ouais, en tout cas, Ulysse a l'air de vouloir vraiment punir les gens par la gorge, parce la première flèche, il l'envoie dans la gorge d'Antinous. Je crois que Eurymaque, il lui passe le glaive aussi dans la gorge, etc. Il y a quelque chose de guttural dans cette violence. Et je n'explique pas cette violence autrement, ce besoin de vengeance autrement que comme l'esprit de quelqu'un qui est jaloux, en fait. Ce qui est marrant, parce que moi, il y a un truc qui me perturbait quand j'étais enfant. Je comprenais pas, par exemple, quand on disait que quelqu'un était jaloux... Enfin, c'était vraiment une question de vocabulaire, et de compréhension de la langue. Et j'avoue que je suis pas encore tranchée maintenant, et je pense que c'est un peu comme hôte, où les deux se valent. Oui. Par exemple, imaginons, moi, je suis en couple avec Roberta, et Roberto la drague. Déjà, ils ont un point commun assez incroyable, donc ils ont toutes les chances de construire une plus belle relation qu'avec toi. Tout à fait. Et est-ce que je suis jalouse de Roberta, l'idée qu'elle me trompe, ou est-ce que je suis jalouse de Roberto, l'idée qu'il ait l'attention de Roberta? Tu vois ce que je veux dire? De qui suis-je jalouse, en fait? Ouais. Et là, en fait, Ulysse, il y a un peu toute l'histoire de Pénélope qui fait tout pour ne pas être infidèle à Ulysse, alors que bon, Calypso, Circé et compagnie. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est une jalousie qui n'a pas d'objet, puisque telle que l'Odyssée est construite, il n'y a aucun doute sur Pénélope. Ah bah oui, mais en fait, lui, il le sait pas à ce moment-là. Ouais, mais Pénélope, c'est le personnage qui ne trompe pas, c'est la femme fidèle. Oui, mais ça, lui, il ne c'est pour ça qu'à la fois, Ulysse, c'est vraiment un pauvre type, parce que c'est le moment, c'est-à-dire qu'il a suffi qu'il voit des mecs dans son salon pour se dire ma femme me trompe, en fait. Et donc je vais les tuer eux, et après je vais en discuter avec elle. J'ai envie que ce soit le titre de l'épisode. Ulysse, c'est vraiment un pauvre type. On peut peut-être... Tu m'avais parlé d'une classification des cocus par Fourier, qui est bien classifiée. Et... Oui, alors ça c'est merveilleux. Moi je t'en avais mis 2, et je peux les relire, hein, parce que vraiment c'est merveilleux. En fait c'est vraiment Fourier, moi je l'adore. Je sais pas si tu connais un peu son œuvre. On le connaît surtout pour le phalanstère. Oui. Mais par ailleurs c'est un personnage qui a passé son temps à faire des bouquins ou des plans vraiment absurdes. Tu vois, c'est le Léonard de Vinci, mais what the fuck. Ouais.
Mais Fourier, il a fait plein de trucs absurdes, notamment il y a tout un bouquin où il essaye de voir si il y aurait pas un moyen de faire des trajets maritimes moins chers si on pouvait dresser des baleines. Si on pouvait dresser des baleines pour qu'elles tirent les bateaux. J'avais entendu parler aussi d'une histoire de limonade, d'océan rempli de Ouais, limonade. dans les fontaines. Ouais, il voulait faire des fontaines de limonade et il a aussi tout un bouquin sur la classification des cocus. Ah où ouais, il classe d'accord. les hommes. Voilà, et il me semble, je sais même plus si c'est un chapitre, je crois vraiment que c'est un bouquin sur la classification des cocus. Ouais. Et t'as une longue liste de comment peut être le cocu. Donc moi comme c'était celui d'Astolphe, c'est comme ça que j'ai été retrouvée Astolphe dans Gabriel. Donc il y en avait deux qui me plaisaient. Parce qu'il y a vraiment plein de petites nuances. Hein. Je pense qu'il y a une cinquantaine de cocus qui sont présentés. Ouais. Moi, j'en avais retenu 2. Le cocu présomptif est celui qui, longtemps avant le mariage, redoute le sort commun, se met l'esprit à la torture pour y échapper, et souffre le mal avant de l'éprouver réellement. Chacun entrevoit que ces défiances ne serviront qu'à l'égarer dans le choix d'une épouse et accélérer par excès de précaution l'événement qu'il redoute. Donc ça, pour moi, c'est Panurge. Et enfin, cocu imaginaire est celui qui n'est pas encore cocu et se désole en croyant l'être. Celui-là, comme le présomptif, souffre du mal imaginaire avant le mal réel. Et ça, c'est Astolphe qui, lui, n'est pas cocu, mais se met en tête qu'il l'est. Ouais. Et du coup, déchaîne... Enfin, il a un côté Ulysse aussi, c'est-à-dire qu'il va se mettre très en colère pour rien. Ouais. Et ça, c'est des... Oui, voilà. Là, pour l'instant, on est chez des gens qui sont jaloux pour rien, parce que pour le narrateur de Proust, on sait pas trop, mais c'est ça qui est beau. Mais du coup, c'est ça qui est beau et c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que lui, il a tout du cocu imaginaire, du cocu présomptif, et en même temps, quand on lit Gabriel, on est sûr qu'Astolphe est fou. Quand on lit Panurge, comme il a pas de femme, là, après on est chez Rabelais, donc forcément il est ridicule et il fait n'importe quoi. Mais chez Proust, si tu lis le tome de La Prisonnière, le narrateur c'est un salaud absolu. Vraiment, on peut pas lire La Prisonnière en se disant oh il a raison, enfermons nos femmes et surveillons tous leurs faits et gestes. Mais clair. En même temps, comme c'est une narration interne et qu'on voit à quel point il se torture, en fait on dit t'es bête mais ok tu souffres. Il y a une empathie quand même du bonhomme, et en même temps on a envie de lui dire Coco, prends un Lexomil et va faire dodo 2 heures quoi. C'est un peu la différence, il y a pas beaucoup de personnages tragiques. Quoique ça dépend de quelle tragédie en fait. Mais j'allais dire, souvent les personnages tragiques sont pas exempts de défauts. Non. Puisque tu parlais de la tragédie, je reviendrai après au jaloux hors théâtre, mais moi je pense beaucoup à Phèdre, parce que là on parle justement des défauts des personnages, on parle de cette idée que il y a quelque chose d'irrationnel et de méchant chez le jaloux. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à la question de la jalousie chez Phèdre, c'est que Phèdre est amoureuse est amoureuse d'Hippolyte, et jusque-là, on est... on se dit, oh, zut, de l'inceste. Oui. En ce moment, c'est le thème. Mais Phèdre est une pauvre chose au début de la pièce. Vraiment, on voit qu'elle souffre de sa situation, que l'amour pour Hippolyte, c'est une torture, et on est complètement de son bord. Ouais. On est complètement de son bord, parce qu'on se dit... C'est elle qui est la victime et Voilà, c'est elle qui souffre de la situation. Alors certes, elle met un peu au banc son beau-fils pour essayer de désamorcer ça, mais on sent bien que c'est elle que ça fait le plus souffrir. Ouais. Et le switch, et que moi j'adore chez Racine, c'est le moment où elle apprend que Hippolyte est amoureux, et il y a toujours ce dialogue avec Œnone. Donc je lis, Œnone, quels fruits recevront-ils de leurs vaines amours? Ils ne se verront plus. Et Phèdre de répondre, ils s'aimeront toujours. Au moment que je parle à mortelle pensée, ils bravent la fureur d'une amante insensée. Malgré ce même exil qui va les écarter, ils font 1000 serments de ne se point quitter. Non, je ne puis souffrir un bonheur qui m'outrage. Œnone prend pitié de ma jalouse rage. Il faut perdre Aricie, il faut de mon époux
contre un sang odieux réveillait le courroux. Et c'est là qu'elle switch. C'est au moment où elle devient jalouse. Ouais. Jusqu'à maintenant, elle est amoureuse, malheureuse. Ouais. Au moment où elle apprend l'existence de l'amour d'Hippolyte pour Aricie, elle switch, et là, on sait qu'elle va faire le mal, Ouais. et on reprend la partie d'Hippolyte. On se dit là, vraiment, cocotte, tu déconnes. Enfin, je sais pas si Racine l'aurait pris comme ça, mais voilà, je trouve que la jalousie, c'est la rupture du personnage de Phèdre. Et c'est le moment où, en fait, dès le début, elle est damnée. Enfin, voilà, de toute façon, on est dans des familles particulièrement chanceuses. Hein. Mais Phèdre pourrait être une héroïne tragique pitoyable. Oui. Au partir du moment où Hippolyte a le malheur d'être amoureux d'Aricie, elle devient terrible. Ouais. Ça me fait penser à Médée aussi. Ouais, en fait, c'est toujours ça, en fait. C'est que la jalousie, de toute façon, ça va être J'ai l'impression qu'en littérature, la jalousie, ça va être l'occasion de créer des vrais méchants. Moi, alors oui, complètement. Ouais. Le jaloux, c'est le méchant de l'histoire. Ouais. Soit il est ridicule, soit il est vraiment méchant. Et en général, quand il est ridicule, il est aussi méchant. Parce qu'Arnolphe, il est pas hyper sympathique. Mais surtout, ce sur quoi j'aimerais rebondir, c'est le côté matriciel créateur de la jalousie pour de la littérature. Donc là, en termes de personnages, je suis d'accord. En termes de... Tu veux dire chez l'écrivain ? Oui, chez l'écrivain, enfin... pas dans l'histoire, quoi. Oui. Je trouve... j'ai commencé à lire Le Comte de Monte-Cristo. Ok. Et là aussi... la jalousie crée un méchant, quoi, parce que tout commence par Fernand, et t'as des descriptions de sa jalousie physique. Il y avait un passage où je me disais, oui, là, voilà, tout est dit. Ah oui, c'est quand... Donc, c'est c'est quand... Donc, c'est au tout début, hein, chapitre 3, les Catalans. Oui. Où, donc, c'est Mercédès et Edmond se retrouvent sous les yeux de Fernand. D'accord. Qui vient d'avoir une discussion avec Mercédès en disant justement oh non, enfin ils viennent de discuter d'Edmond, tu vois, et lui il est pas content, mais elle lui dit oh écoutez, moi je ne vous aime pas comme ça, vous êtes mon cousin, encore une fois des cousins. Et donc c'est voilà comment donc Mercédès et Edmond s'embrassent. Oui. Fernand, pâle et frémissant, recula en arrière comme fait un voyageur à la vue d'un serpent, et rencontrant sa chaise, il retomba assis. Donc Edmond et Mercédès étaient dans les bras l'un de l'autre, etc. Tout à coup, Edmond aperçut la figure sombre de Fernand qui se dessinait dans l'ombre, pâle et menaçante. Par un mouvement dont il ne se rendit pas compte lui-même, le jeune Catalan tenait la main sur le couteau passé à sa ceinture. « Ah, pardon, dit Dantès, en fronçant le sourcil à son tour. Je n'avais pas remarqué que nous étions trois. » Je trouve qu'il y a... Oui. La jalousie provoque des descriptions, provoque des... Théâtrales. Ouais, voilà. Mais au début, je voulais pas dire théâtral, je voulais dire quelque chose d'impactant, tu vois, quelque chose de très fort par rapport à d'autres moments où c'est plus neutre. Mais Fernand, il est derrière le rideau. Tu le vois dans le coin de la scène, tu le vois derrière son rideau avec un projo devant lui qui rejaillit légèrement sur son visage, quoi. Ouais. En tout cas, c'est très visuel, c'est très graphique chez Dumas, c'est très impressionnant, quoi. Et je rapproche ça un petit peu de mon exemple d'Ulysse, où pareil, là c'est pas vraiment... En fait, je dis tout ça parce que j'ai l'impression, en y réfléchissant avec toi, que la jalousie, en fait, c'est vraiment... c'est une ressource, c'est plus qu'une ressource, ça génère de la parole, tu vois, ça déclenche de la parole, déjà chez les personnages, puisque la jalousie, en quelque sorte, son existence même, c'est de produire des discours internes. Ça ne tient que d'être de l'imagination, comme tu disais au début. Oui. À partir du moment où on est confronté à la réalité, c'est plus de la jalousie, ça devient soit du désespoir, soit de la tristesse, enfin... oui. C'est imaginaire. Oui. Mais je pense aussi que, comme il s'agit de littérature, cette production de discours, elle se retrouve aussi au niveau de l'acte même en tout cas d'invention de l'acte littéraire. Bon, je me suis rendu compte, j'y pensais pas avant. Si on m'avait dit comme ça, la jalousie, c'est important dans la littérature, ça fait faire de la littérature, j'aurais dit ah bon, ok. Mais en fait, là je me dis oui, ça fait partie de... C'est pas simplement un thème. En tout cas, comme la jalousie
c'est profondément discursif dans son fonctionnement, bah ça se marie bien avec la littérature, et on arrive à quelque chose comme La jalousie d'Alain Robbe-Grillet. Que j'aime beaucoup. Les gens du nouveau roman sont particulièrement forts à faire du méta, et donc là c'est complètement méta, c'est la narration même, ça porte bien son nom, parce que c'est tout ce qui est raconté n'a d'intérêt que pour une personne jalouse, et c'est pour ça que le roman tombe des mains. Moi j'aime bien. Non, mais je sais pas si je suis si jalouse que ça en fait. Non, je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que on est d'accord. Je l'ai pas lu en entier, je l'ai pas fini parce que j'ai du mal à m'y mettre, parce que je suis quand même assez rétif à ça. Mais en gros, c'est le narrateur qui ne se présente jamais, donc c'est le mari de A qui est jaloux. Oui. Et ça devient une obsession. Ouais, mais moi je vois ce que tu veux dire. Tu vois, le fait que ce soit le titre d'un roman, du nouveau roman, justement, comme tu dis, qui est ultra méta, c'est pas un hasard, enfin, que ce soit la jalousie. Tu vois, c'est pas, ils ont pas choisi la tendresse. Oui, complètement. En tant que mécanisme. Et il me semble que ça peut tenir aussi du caractère. Comme je disais, moi je trouve qu'il y a quand même une grande part d'irrationnel, et avec mon conquis présomptif et mon conquis imaginaire, on le voit bien. C'est que aussi. Alors moi j'ai pas lu le Comte de Monte Cristo, j'en ai un souvenir vague d'adaptation avec Depardieu, donc il faut que je le lise, mais je l'ai pas lu. Donc j'avoue que le personnage de Fernand m'est très flou. Oui. Mais j'imagine que l'avantage de la jalousie, c'est que c'est, et peut-être un peu comme l'amour, c'est sans condition. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tu vas pouvoir faire jaillir la jalousie plus ou moins n'importe où, n'importe quand, chez n'importe quel personnage, et ça va embrayer sur des implications. T'es pas obligé vraiment d'avoir un fait marquant, puisque tu peux créer de la jalousie à partir de rien. Ouais. Et tout de suite, la jalousie pose une question, et ça suffit même à faire de la tension, de savoir si c'est justement, est-ce que oui ou non. Oui. Je voulais revenir sur les jaloux autres qu'au théâtre. Ouais. Parce qu'il y a un jaloux, justement, qui me semble assez intéressant, parce qu'il sort du triangle amoureux classique. Tu vois, c'est pas A aime B, et il a peur d'être trompé avec C. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, il va torturer B ou C. C'est chez Pierre et Jean, de Maupassant. C'est un livre qu'on m'a fait lire au lycée, évidemment, j'avais moyennement apprécié, et moi-même, j'ai fait subir ça à des lycéens un peu plus tard. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, en fait, c'est cool. Bon, je sais pas si j'ai réussi à leur faire croire, mais... Donc, pour les gens qui voudraient lire Pierre et Jean, je vais leur spoiler un peu, donc vous pouvez passer, mais en même temps, c'est intéressant. Et est-ce qu'on peut vraiment spoiler ? Je vous renvoie à l'épisode 17. Est-ce qu'on peut vraiment spoiler une œuvre intéressante ? Je ne sais pas. Je vois déjà les chiffres. Donc, Pierre et Jean, ça part de deux frères très opposés. Jean est doux, grand et blond, assez gras. Pierre est brun, sec, grand, et il a un tempérament un peu plus... Il est pas petit, mais en tout cas, on nous dit pas qu'il est petit, mais c'est vraiment le maigre brun, et il a un caractère plus ombrageux. Et l'histoire, l'élément perturbateur, c'est vraiment que un ami de la famille, qu'ils connaissaient quand ils étaient petits, mais ils ont plus trop de contact avec lui, décède et lègue toute sa fortune à Jean. Uniquement à Jean. Et au début de l'histoire, il y a une rivalité déjà naturelle entre Pierre et Jean, entre deux frères. Ils font la course à la barque, ils veulent être le plus fort. Il y en a un qui est médecin, Pierre est médecin, Jean est avocat. Et le tout début de l'histoire, c'est qu'en gros, Pierre veut s'installer comme médecin, et il aimerait bien épouser, je crois qu'elle s'appelle Rosalie, en tout cas une femme. Son frère aimerait potentiellement s'installer comme avocat, et il aime la même femme. Donc il y a cette petite rivalité, mais qui au début est assez équilibrée. Et donc il y a cette fameuse fortune qui tombe sur Jean par un ami de la famille. Et c'est là que commence vraiment le roman, c'est que
tout le récit est vu du point de vue de Pierre, donc on va le comprendre, vraiment. Ouais. Et ça s'accentue quand lui, il repère, il se dit, bon, bah, ok, mon frère, il est riche maintenant, pas moi, mais c'est pas grave, je vais faire ma propre fortune. Il trouve un petit cabinet à louer, et il arrive chez lui pour annoncer à sa mère qu'il a peut-être trouvé un cabinet pour exercer en tant que médecin, et sa mère lui dit, ne sais-tu pas, ton frère vient d'acheter un très beau cabinet. Donc bim, il apprend que son frère lui a chopé sous le nez le cabinet qu'il voulait. Juste après, bah voilà, maintenant qu'il est riche, qu'il peut s'installer en tant qu'avocat, bah qu'est-ce qu'il fait? Il demande la main de la jeune femme. Et donc, au-delà, enfin voilà, au début, il y a la jalousie du frère qui se dit, il y a une rivalité, on va dire presque saine, et elle va devenir folle pour Pierre, parce que à chaque fois, il se dit, bon, c'est pas grave, je suis pas, enfin, ah zut, mon frère est riche, c'est pas grave, je vais faire ma sortie fortune. Ah non, il me pique le cabinet que je voulais. Ah bon, bah, c'est pas grave, je vais essayer de demander la main de Madame Massin. Ah non, mon frère, il m'a devancé, et c'est parce qu'il est riche et qu'il est installé. Enfin, et donc, on voit la rancœur qui s'accumule dans Pierre, et là, on a envie de dire, bah, il va tuer son frère, quoi, il y a vraiment ça. Et en fait, et c'est là que je trouve que ce personnage, il est intéressant du point de vue de la jalousie, il va retracer toute l'histoire de l'héritage en se disant, bah, s'il lègue tout à Jean, c'est qu'il a une raison de pas le léguer à nous deux. Ça veut dire que on le connaissait tous les deux quand on était enfants. Il fréquentait la famille. Pourquoi ne le léguer qu'à Jean, qui est un peu plus jeune que moi? Bah, parce que Jean, c'est son fils. Donc ça veut dire que maman a été infidèle à papa. Papa est bête et s'en fout et il ne voit rien. Mais du coup, je suis malheureux parce que mon frère a tout et que je n'ai rien. Du coup, qui vais-je pourrir et qui vais-je torturer? Maman. Et donc, toute la fin du livre, c'est Pierre qui, de plus en plus, met d'indices pour dire à sa mère, je sais que t'as trompé papa, et en fait, il va vraiment torturer sa mère jusqu'à la folie. Enfin, voilà. Et là encore, on crée un vrai méchant, parce qu'on sent que enfin, il y a tout un récit où, à quel point le père officiel, il a été pris parce qu'elle devenait un petit peu vieille et qu'il fallait qu'elle se marie, mais tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'est la pêche, et voilà. Et un jour, il y a eu un beau jeune homme cultivé qui s'est amené, et on comprend que Jean, en fait, est l'enfant de l'amour et tout ça, quoi. Enfin, et que finalement, tout tient à l'institution du mariage 19e, quoi. Mais c'est cette pauvre cette pauvre femme à ce moment-là qui se fait torturer par son fils. Et moi, je trouve ça génial que le jaloux. Il y a cette pauvre femme qui se fait torturer par son fils, et moi je trouve ça génial. Citation Isabelle. Non. Désolée. Non, mais justement, moi j'avais été atterrée par le nombre d'élèves filles. J'avais des secondes et j'ai des filles qui m'ont dit, bah c'est normal, elle avait qu'à pas tromper son mari. Enfin, qui était tout à fait. Enfin, moi j'étais atterrée par le nombre de gamines qui me disaient, non, mais c'est normal, elle aussi, elle a trompé, c'est mal. Enfin voilà. Et vraiment, on a eu des grands débats idéologiques en cours à ce moment-là. Mais du point de vue de Maupassant et du point de vue de la jalousie, je trouve ça très original d'arriver à créer une histoire où la jalousie se porte sur le frère, et par contre la fureur, au lieu de s'exercer sur l'enjeu amoureux, va se détourner totalement et revenir sur la mère qui finalement paraissait au début complètement étrangère à l'histoire, en fait, entre les deux frères. D'ailleurs, ça s'appelle Pierre et Jean, ça s'appelle pas la jalousie. C'est vrai. Je voulais mettre ce point en avant parce que il me semblait qu'on sortait un peu justement de cette dynamique théâtrale de la jalousie amoureuse. Voilà, on s'éloigne un peu du 14 février, mais on se rapproche aussi d'un autre angle. Bien sûr. Qui me semble que la jalousie va être ce générateur de méchanceté, en gros. Donc, il y avait un dernier truc avant de finir dont j'avais envie de parler, c'est parce que tu as dit à plusieurs reprises, tu as parlé de l'irrationalité de la jalousie. Et en fait, autant je suis d'accord que c'est pas, pour moi en fait c'est c'est pas la bonne approche conceptuelle, parce qu'à mon avis la jalousie, moi en tout cas je la vois plutôt comme un excès de rationalité. On cherche des indices, on trace des probabilités, on essaie de produire du rationnel justement. C'est pas que c'est irrationnel, c'est que c'est trop rationnel. C'est un exercice abusif. Exagéré. On parlait de l'exagération comme ressource du comique d'Arnolphe, par exemple, dans L'école des femmes. Il y a quelque chose d'exagéré et c'est un usage excessif de la raison pour moi. Donc c'est pas de l'irrationnel dans le sens c'est fou, c'est de l'irrationnel
dans le sens c'est un mauvais usage de la rationalité. C'est fou parce que c'est trop. C'est fou parce que ça ne conçoit de la raison que la raison, enfin la raison. Ça ne conçoit, oui, de la raison que son exercice et sa volonté de puissance, je sais pas, et ça ne voit pas l'épreuve de la réalité, du contexte et de la diversité des points de vue et de l'altérité. Parce que justement, c'est de se dire, je sais mieux moi ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre, et donc c'est un manque de confiance. Peut-être qu'on peut finir sur un dernier paragraphe de l'article encyclopédie de Diderot que j'ai commencé à lire tout à l'heure. Et que tu n'avais pas cité. J'avais reconnu Diderot, mais... Enfin, c'est pas Diderot, je crois, là, c'est Jaucourt ou Briasson ou Le Breton, enfin, je sais plus, c'est un autre... Mais... C'est l'encyclopédie. Voilà, c'est l'encyclopédie des Lumières, et donc après tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut finir là-dessus, on enverra la musique. On peut finir là-dessus. Ils disent « Cette passion cruelle et petite marque la défiance de son propre mérite, est un aveu de la supériorité d'un rival et hâte communément le mal qu'elle appréhende. » Donc, nous y voilà. Yes. On vous a proposé, alors il n'y a pas si longtemps, mais quand même, 2 extraits sur lesquels vous pouviez réfléchir. Alors cette fois-ci, nous n'avons pas eu de vainqueur, mais j'ai quelqu'un qui m'a dit que c'était du 16e, pour mon extrait en tout cas. Donc, et 3 personnes ont bien repéré qui avait partagé quel extrait. Donc je vais d'abord vous lire le mien, puisque j'ai été démasquée par 3 personnes quand même. Allez. Ne serais-je pas cocu ? Heure de grâce, s'écria Rondibilis. Que me demandez-vous ? Si vous serez cocu, mon ami, je suis marié, vous le serez ci-après. Mais inscrivez ce mot en votre cervelle avec un stylet de fer, que tout homme marié est en danger d'être cocu. Le cocuage est naturellement l'apanage du mariage. L'ombre ne suit plus naturellement le corps que le cocuage suit les gens mariés. Et quand vous ouïrez dire de quelqu'un ces 3 mots, il est marié, si vous dites, il est donc, ou a été, ou sera, ou peut-être cocu, vous ne serez dit un architecte ignorant des conséquences naturelles. Donc peut-être qu'après On voit bien l'investissement discursif de la jalousie. Alors ici, ce qui m'intéressait, et je pense que je l'avais déjà dit dans le corps de notre sujet, on est chez Rabelais, on est dans le tiers-livre, et c'est un moment où Panurge consulte encore une fois quelqu'un pour savoir s'il serait cocu, et c'est un dialecticien justement qui lui répond la question est nulle et non avenue, puisque forcément il le sera, il n'y a aucun échappatoire à être cocu à partir du moment où on est marié, et que du coup la question n'est pas... Puis-je me marier au risque d'être cocu, mais veux-je me marier en sachant que je serai cocu. Ouais. Et donc... Alors, moi, de mon côté, justement, pour prendre le contre-pied... Alors, personne n'a percé tes mystères, en tout cas de mon côté, et j'irais même jusqu'à dire que moi non plus. Ah, alors ça, je suis d'autant plus content, parce que même si on se fait plus deviner, on se fait quand même deviner. Moi d'ailleurs j'avais Mehdi sur Twitter qui en parlant du tien avait proposé que ce soit du Molière, mais c'était surtout le mot cocuage. Il en était pas loin puisqu'il y a une tradition, mais il en était loin de quelques décennies. Donc moi, Sœur Thérèse, je vous ai aimé et je vous aime encore. Je n'ai point à me plaindre de vous, et vous n'aurez point à vous plaindre de moi. Mais je ne saurais souffrir ces prétentions exclusives. Défaites-vous-en, si vous craignez d'éteindre ce qui me reste d'attachement pour vous, et si vous vous rappelez le sort de la sœur Agathe. Alors, le côté... Moi, j'aurais envie d'aller au 18e, tu vois, avec le côté sœur Agathe, machin. Mais alors... Après, c'est voilà, mon peu de connaissances aussi de cette période-là. Hein. Mais à part te dire que c'est du 18e, et j'ai bon. Oui, et tu as très bon. C'est tiré de la religieuse de Diderot. Ah, d'accord. Bah voilà, il y a une cohérence. Voilà, c'est une scène de jalousie, donc où là, en fait, la religieuse, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait mettre de force dans un couvent par sa famille. D'accord.
et qui ensuite donc veut absolument en sortir. Et elle va passer par plusieurs couvents en fait. Et là, après un couvent qui était vraiment le couvent de la torture, elle arrive dans un couvent où tout le monde l'adore, et non, pas où tout le monde l'adore, mais où la mère supérieure se sentiche d'elle. Mhm. Et il y a une scène de jalousie avec celle qui était sa favorite précédente, tu vois. Oui. Et donc c'est la réponse que lui fait la mère Là. supérieure. Et D'accord. je trouvais ça intéressant de voir pour une fois la jalousie du point de vue de la personne qui l'a subie. Oui. Parce qu'on a beaucoup parlé des jaloux littéraires comme de gens qui la vivent et qui en parlent. Et là, c'était une réaction très très terre à terre de dire stop et même de dire attention. Vous vous rappelez le sort de Sœur Agathe? Je trouvais ça drôle qu'elle lui dise ça introduit dans cette relation à trois une quatrième personne qui est la délaissée précédente. Enfin, je trouvais ça intéressant du point de vue de la jalousie. Voilà. Bah, puis en plus, le contexte est chouette, tu vois, parce que spontanément, quand on s'est dit on va parler de la jalousie, à mon avis, on n'est pas parti sur le couvent. Oui, très bien. Donc, il nous reste à vous souhaiter un joyeux mois de février. Tout à fait, en ces conditions idéales. N'est-ce pas? Si vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous les dire en face, mais aussi sur Twitter, Nos langues dans ton oreille, sur Facebook. Sur Instagram, Nos langues dans ton oreille également. Et vous pouvez nous joindre, il me semble, par mail, à l'adresse noslanguesdantsonoreille@gmail.com. Fort bien. Voilà. Et d'ici là, ce qu'on vous fait, c'est des bisous. Puis surtout... Attends. N'hésitez pas, si vous connaissez des gens qui aiment lire, à parler de nous, parce que pour nos langues, le bouche à oreille, c'est essentiel. Tout à fait. Donc voilà, et pour que vos oreilles se portent bien, nous vous faisons essentiellement des bisous, mais aussi des léchouilles. Beaucoup de léchouilles. Lady Oscar, elle est habillée comme un garçon. Lady Oscar, on parle d'elle dans toutes les chansons. Lady Oscar, tu vivais sous la Révolution. Lady Oscar, personne n'oubliera jamais